Parfait. Eh bien, bonjour à ceux qui sont présents à ce webinaire. Bonjour à ceux qui regardent le replay. Je me présente. Moi, je m'appelle Jean et du coup, à Challenge Me, voilà, je travaille pour la solution d'évaluation et de feedback entre pairs qui s'appelle Challenge Me. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu, un retour d'expérience de Gabriel Meccarelli qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui qui Bonjour. est maître de conférence à l'université Paris-Saclay et avocat également au barreau de Paris. Donc, bon, je lui passerai la parole juste après. Et l'idée, c'est de focaliser un petit peu sur l'évaluation par les pairs en droit. Donc, comment est-ce que ça a été utilisé par Gabriel? Si vous voulez, Gabriel, je vous laisse vous présenter de votre côté. Merci beaucoup Jean. Donc, effectivement, Gabriel Meccarelli, je suis maître de conférence à l'université Paris-Saclay, faculté dans laquelle j'assure plusieurs enseignements, essentiellement en procédure civile et en master 2 droit des affaires internationales. Et j'ai eu la possibilité de tester 2 années d'affilée la solution Challenge Me, essentiellement pour animer les travaux dirigés en procédure civile. Donc, c'est plutôt de cette expérience que je voudrais vous parler aujourd'hui. Et par ailleurs, je suis avocat au barreau de Paris, mais aujourd'hui, cette qualité n'est pas très pertinente par rapport à l'expérience pédagogique. Du coup, on va commencer juste rapidement en expliquant, voilà, en présentant rapidement Challenge View. Donc, nous, on est une solution d'évaluation et de feedback. On existe depuis 2015. On travaille avec l'enseignement supérieur principalement, université, école d'ingénieurs, école de commerce, et on s'intègre au LMS, donc Moodle, Blackboard, Brightspace. Euh, Rapidement sur les différents cas d'usage qu'on adresse, ça permettra de comprendre après comment Gabriel a pu l'utiliser. Donc l'idée c'est de placer l'étudiant en position de correcteur en lui demandant d'apporter un regard critique sur ses pairs. Donc ça peut être sur leur contribution au travail de groupe, appelé l'évaluation intra-groupe. Donc là on lui demande d'évaluer et de donner un feedback aux membres de son groupe sur des critères comportementaux, communication dans le groupe, capacité à aider les autres, esprit critique. Voilà. Après, on choisit ces critères, soit on les définit, soit on les utilise à partir d'une banque de critères. On peut leur demander aussi d'évaluer des livrables, donc de demander aux étudiants de déposer un livrable, ça peut être PDF, vidéo, audio, et ensuite on demande aux étudiants d'évaluer et de donner un feedback sur ces livrables pour développer leurs connaissances dans les domaines adressés. Là, on verra que c'est le format que Gabriel a utilisé. On a l'évaluation de présentation. Donc là, c'est plus pour des présentations live. On demande aux participants d'évaluer et de donner des feedbacks aux présentations. On peut faire de l'auto-évaluation pour permettre aux étudiants d'avoir un recul sur ce qu'ils ont apporté au travail de groupe ou alors au livrable qu'ils ont réalisé. Et on peut aussi faire de ce qu'on appelle de la co-évaluation. Donc là, on demande à l'étudiant et à l'enseignant d'évaluer en commun une même production. Ça peut être aussi par d'autres profils de correcteurs. Ça peut être des coachs externes, des tuteurs, etc. Et après, on peut aussi faire de l'évaluation de feedback, où là, voilà, quand on souhaite vraiment travailler sur la capacité des étudiants à donner un feedback, on peut activer ce format-là, et également de l'évaluation des enseignements pour encourager l'amélioration continue des cours. Et après, pour le principe, on va proposer des activités qui sont clés en main, donc l'évaluation des membres du groupe, l'évaluation de livrables par les pairs, l'évaluation de présentation orale. Donc ça peut être lancé en 5 minutes. On peut aussi avoir des formats plus avancés où on va prendre les phases qui nous intéressent, donc des phases de dépôt de travaux, des phases d'évaluation, et puis on va pouvoir construire comme ça le scénario qu'on souhaite adresser, et ça permet voilà, de coller au mieux au scénario pédagogique souhaité. Voilà, juste pour cette courte introduction de Challenge Me. Maintenant, du coup, on va pouvoir passer au retour d'expérience de Gabriel. Donc, on a déjà pu avoir votre présentation. Du coup, est-ce que, Gabriel, vous pouvez nous indiquer un petit peu, décrire le projet dans lequel s'est inscrit Challenge Me, que vous avez pu lancer? Ah oui, bien sûr. Alors, le projet, enfin, disons, le projet pédagogique dans lequel s'est inscrit l'expérience, l'utilisation de Challenge Me a été très particulier puisqu'en réalité, je connaissais la solution de Challenge Me et j'étais confronté, comme beaucoup de monde, pendant la période du Covid, à la nécessité d'animer une dizaine de groupes de travaux dirigés, puisque en procédure civile, nous avons environ 300 étudiants, donc une douzaine de groupes de travaux dirigés, avec évidemment la difficulté majeure pendant la période du Covid d'assurer l'animation de travaux dirigés en procédure civile avec évidemment des étudiants qui étaient chez eux, n'étaient pas en présentiel, et en même temps des chargés de DTD qui n'étaient pas évidemment sur site non plus.
J'ai voulu tenter cette expérience parce que je trouvais qu'une solution de correction par les pairs n'était pas non seulement une solution d'urgence, parce qu'évidemment on était dans un cas d'urgence. Je précise que j'ai testé ensuite j'ai poursuivi cette expérience pédagogique sur l'année suivante, mais j'ai trouvé que la solution Challenge Me s'adaptait particulièrement bien à, en tout cas, la méthodologie que j'utilise pour les travaux dirigés en procédure civile, où il s'agit essentiellement d'entraîner les étudiants de troisième année à la méthode du cas pratique. Donc, j'ai utilisé Challenge Me uniquement pour la correction de cas pratiques euh, dans des groupes de travaux dirigés, animés par des chargés des travaux dirigés qui assuraient la correction des cas pratiques. Et je trouve en droit, s'il y a je crois voir un collègue de l'université juridique à l'écran, que effectivement, là, il partagera peut-être le fait qu'en troisième année en particulier, les étudiants se trouvent confrontés à une double difficulté. D'abord, connaître une matière, apprendre la matière, les connaissances, mais aussi une question de méthodologie, une question de pouvoir apprendre à traiter des sujets différents. Ça peut être des dissertations de commentaires d'arrêt. Moi, j'ai utilisé pour des cas pratiques et notamment la méthode du cas pratique, en sachant qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est très importante, notamment dans l'optique du concours pour l'accès au Centre de formation professionnelle des avocats, au CRFPA, quatrième ou cinquième année de droit. Ce qui m'a plu et ce qui m'intéressait dans la méthode Challenge Me était le fait de pouvoir non seulement solliciter, imposer, on verra comment faire, euh, imposer aux étudiants le fait de donc les forcer à évidemment rédiger des cas pratiques, ça on fait au quotidien, mais également leur donner la possibilité tout de suite de se confronter à ce que leurs camarades, leurs collègues produisent de façon anonyme, de façon respectueuse, mais en pouvant se confronter tout de suite aux autres. D'abord pour voir que les doutes qu'ils ont eux-mêmes, c'est les doutes qu'ils ont les autres, les faiblesses qu'ils ont, c'est les faiblesses des autres, et aussi leur permettre aussi, de façon toujours anonyme, sans les vouloir les mettre ni les humilier ni les mettre en concurrence, leur montrer aussi parfois que d'autres sont un peu plus d'avance et que donc ils ont compris davantage la méthode, leur montrer comment des personnes comme eux ont déjà réglé ce problème. Donc, je trouve que finalement, le fait de s'auto-évaluer et d'évaluer les autres sont deux activités qui sont très proches et j'y ai trouvé une capacité pédagogique très forte. Finalement, bon, j'étais dans une période où il y avait plus de lien pédagogique et je dois reconnaître, et je le dis souvent à Challenge Me, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, que Challenge Me m'a permis de garder ce lien. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait de pouvoir utiliser des éléments, des cas pratiques sur des solutions, sur une plateforme de partage de connexion libre de type de correction par le pair comme Challenge Me, permet aussi de segmenter les cas pratiques et donc de permettre une analyse assez fine et de demander ensuite au correcteur de pouvoir se concentrer sur certains aspects, que ça puisse être la méthodologie, la façon de présenter la question juridique, la façon de développer, enfin, on peut aller un peu plus loin sur l'analyse pédagogique. La limite qui existait à l'époque, mais qui est réglée depuis, c'est que l'interaction entre le correcteur, le tuteur, l'enseignant, à dire là, le chargé de travaux dirigés et l'étudiant, était plus limitée en 2020 que ne l'est aujourd'hui. Et donc, la solution aujourd'hui est nettement plus performante. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir une façon de s'auto-évaluer et en même temps une façon d'évaluer. Et d'ailleurs, cette même méthode, j'ai pu la reproduire l'année suivante dans un format un peu différent, format hybride, dans lequel il y avait à la fois de la correction par le pair, donc à distance, et des corrections sur place, parce qu'on était revenu en présentiel. Et j'ai trouvé là un autre outil, une autre qualité de la plateforme, c'est effectivement de se prêter aussi à la meilleure type de formation qui existe évidemment aujourd'hui, puisque rien ne remplace le présentiel, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des outils à distance, tout en ayant la possibilité aussi d'approfondir en classe. Donc, disons que si on est d'un point de vue un peu plus utilitariste, un peu plus, voilà, plus terre à terre pour la gestion de nos groupes,
Ça m'a permis d'avoir chaque semaine la totalité de mes 300 étudiants qui avaient une évaluation, ce qui est quand même pas facile à obtenir dans un format classique, parce qu'évidemment, c'est difficile de pouvoir assurer une correction de toutes les copies toutes les semaines. Mais ce n'est pas simplement une économie, évidemment, c'est aussi une façon de pouvoir les responsabiliser et les faire progresser. Évidemment, et puis je suis prêt pour répondre à toutes vos questions, cela demande aussi d'éduquer les étudiants. C'est-à-dire qu'évidemment, au début, j'ai rencontré des difficultés du type, par exemple, que certains étudiants n'avaient pas envie d'évaluer les autres et donc, par exemple, les notaient très durement ou les notaient pas ou simplement voilà, ils mettaient des annotations qui n'avaient pas de sens. Donc, ça demande aussi de les éduquer et leur faire bien comprendre que le fait d'évaluer les autres, c'est pas simplement un jeu, mais ça fait partie de l'approche pédagogique. Mais une fois que les personnes ont appris cela, ça permet d'avoir clairement un outil qui leur permet de progresser. Ça les fera, j'anticipe la critique. Évidemment, ça ne sera pas le même exercice que si chaque copie était corrigée par un enseignant toutes les semaines et qui prenait 1 heure pour corriger chaque copie et commenter chaque copie avec un étudiant, bien évidemment. Mais en même temps, ça ne fait pas partie du même exercice et ça permet de progresser. Et du coup, ça donne un vrai outil complémentaire pédagogique que je trouve particulièrement intéressant. Voilà mon expérience qui a été et qui est largement positive pour un public en particulier. Je ne peux pas m'exprimer pour des publics en formation continue adulte, on va dire, professionnels, mais pour des publics en formation initiale, étudiants à l'université. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Du coup, c'est vrai qu'on parle, quand on parle d'évaluation par les pairs, on peut penser simplement au fait de générer une note, mais derrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisations où on va utiliser l'évaluation par les pairs pour faire progresser les étudiants, plutôt que donc vraiment utiliser l'évaluation comme outil de progression et pas juste pour contrôler les acquis des étudiants. Et dans le processus d'évaluation par les pairs, et du coup c'était le format que Gabriel avait lancé, donc il y avait 3 phases, hein, une phase de dépôt des travaux où on demande aux étudiants de soumettre un livrable, et ensuite une phase où ils évaluent les travaux des autres, donc ils peuvent évaluer 3, 4. Alors je ne sais plus Gabriel ce qui avait été mis en place à ce moment-là, si Alors, c'est on avait déjà, pour rebondir, d'abord, quand on parle d'évaluation, il n'y avait pas de notes. C'est-à-dire qu'on avait fait le choix, surtout au début, de ne pas les noter. Ils ne partaient pas en premier cas pratique en disant j'ai eu 4, j'ai eu 5, j'ai eu 10, j'ai eu 12. On avait prévu certains objectifs à atteindre, par exemple, bien identifier le problème de droit. On avait choisi une méthode plutôt par étoile. C'était la chose qui nous paraissait la plus simple à l'époque. Maintenant, les choses ont vraiment évolué, hein. Je parle d'une version précédente, mais c'était la solution qui était la plus simple. Et ça permettait de dire, effectivement, tu as atteint un niveau 2 étoiles, 3 étoiles sur 5, et ça permettait de voir l'évolution aussi, parce que toutes les semaines, ils évoluaient. De mémoire, on avait retenu une question qui était effectivement de méthodologie pure. Il y avait une question évidemment d'avoir la bonne réponse, d'avoir une bonne solution juridique. Et puis, il y avait une troisième appréciation qui était une appréciation de style, une appréciation façon de présenter et qui était donc proposée. Et à chaque fois, ce qui était aussi intéressant pour l'enseignant, c'est que évidemment à la fin de chaque phase, avant de corriger évidemment pour les autres, ils obtenaient la solution du cas pratique. Et donc ça leur permettait à la fois de comprendre aussi déjà en avance ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes et d'appliquer ces solutions. Bon, alors, c'est une méthode qui, comme toujours, on peut des méthodes de pédagogie inversée, oblige aussi l'enseignant à sortir de sa zone de confort. On n'est pas dans la situation dans laquelle je suis le sachant, j'ai un cas pratique, j'ai ma solution, vous ne l'avez pas et je vous la donne lors des travaux dirigés. Non, lorsqu'on revient devant les étudiants, on a face à soi 30 personnes qui ont tous fait le cas pratique, corrigé 5 ou 6 personnes qui ont fait les mêmes exercices, qui ont eu leur propre correction et donc forcément, le travaux dirigés, le séminaire, devient un approfondissement. On ne peut plus se contenter simplement de donner les solutions, on doit aller plus loin. Donc, je trouve que ça fait aussi gagner du temps après, lorsqu'on se retrouve devant les étudiants pour, évidemment, corriger le cas pratique. Les travaux dirigés deviennent plutôt des travaux d'approfondissement, des travaux qui ont été faits chez soi. allez, Alors, j'ai oublié quelque chose, pardon, c'est que allez-y, c'est allez-y. évidemment, ça avait été presque plus facile pendant la période Covid que dans un emploi du temps classique de l'université. C'était un vrai engagement pour eux. C'est-à-dire que ça demande aussi
Finalement, au départ, beaucoup d'étudiants avaient dit, bah, finalement, avec ça, on va travailler moins. Non, parce qu'effectivement, il y a des délais qu'il faut tenir. Il faut savoir qu'on a une copie qui, par exemple, est postée le dimanche. S'ils ont une semaine ils ont 4 jours pour rendre leur copie, ben, ils ont 4 jours. Donc, au bout de 4 jours, s'ouvre une nouvelle phase. Donc, ça structure aussi leur travail. Ça permet aussi de donner un côté, c'était très important à l'époque, de donner un côté structuré à leur travail à une époque où ben, on n'avait pas beaucoup de liens. Mais l'année suivante, on a gardé le même rythme. Donc, c'était plutôt très intéressant. Et sur ce côté, du coup, apprentissage, on va dire sur des larges cohortes, c'est vrai que la progression, et vous l'avez dit tout à l'heure, elle va se faire à différents niveaux. Bah déjà, il y a simplement le fait de découvrir les travaux des autres avant même de passer à l'évaluation. On voit ce que les autres ont produit. Ça permet à l'étudiant bah, de comprendre, de voir les différentes approches, d'identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Ensuite, bah, il y a le fait de demander à l'étudiant d'appliquer bah, une grille avec des feedbacks et des critères qu'on lui propose. Et enfin, il va recevoir différents feedbacks, différentes évaluations sur ce que lui a produit. Du coup, par ces trois éléments-là, ça va lui permettre de progresser. Et ce qui est intéressant en plus dans ce que Gabriel avait mis en place, c'était le côté, le fait d'à la fin proposer une correction qui soit standardisée en disant, ben voilà, ça c'est la correction proposée par l'enseignant et ça permet aux étudiants de pouvoir mettre en perspective ben, les différents éléments qu'ils ont vus avec la correction qui est proposée. Ça, c'est un peu le Euh, côté. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants, je pense qu'il y a des enseignants en droit que tout le monde le comprendra. Mais forcément, on sait quand on est en travaux dirigés, lorsqu'on donne des cas pratiques, évidemment, les étudiants veulent la solution. Donc, ils veulent savoir qu'est-ce que je devais dire, je me suis trompé où, c'est le côté humain, c'est normal. Donc, le fait de leur dire, vous voulez le savoir, je vous le donne, voilà la solution, voilà ce que j'attendais de la copie. Ben, ça leur permet tout de suite de se dire, voilà où il faut que j'arrive, et en même temps, ben, encore une fois, d'inverser la pédagogie et donc de stimuler tout le monde. Alors, j'ajoute que la méthode avait été trouvée, parce que c'est un peu compliqué pendant le Covid, les travaux dirigés duraient moins longtemps, on faisait des travaux différents, mais ça avait été stimulant. Moi, j'avais à l'époque moi je suis à Paris, mais j'avais des chargés de TD qui étaient à Toulouse, par exemple, qui animaient des groupes de Parisiens, et on avait réussi à avoir un vrai engagement de tout le monde. C'est aussi une méthode qui oblige on ne peut pas tricher. On peut pas tricher devant une classe. Je ne dis pas que l'enseignant triche, mais on peut pas, on sait tous qu'on sait plus, qu'on est dans une situation de supériorité par rapport à un apprenant. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on a déjà donné la solution et que la personne qu'on est en face, si elle a travaillé, il a la solution et il a corrigé des pairs, ben, il faut, le jour où on anime une heure de séance sur ce thème, il faut aller plus loin. Il faut leur donner davantage. Et donc, c'est engageant pour tout le monde. puis on rentre vraiment dans la logique d'apprentissage social, donc apprendre par les autres et puis par la découverte de ce qu'ils ont produit. Est-ce que vous avez du coup identifié des bonnes pratiques ou des défis par rapport à ce que vous avez lancé? Est-ce que vous auriez des conseils à des enseignants qui aimeraient se lancer dans cette pédagogie? Moi, j'ai apprécié le côté, paradoxalement, ce que j'ai trouvé fascinant et très utile, c'est effectivement la gestion de grandes cohortes. Enfin, j'avoue que c'est là que j'ai trouvé que l'outil avait un vrai plus. Si je devais gérer 10 étudiants, ben, j'aurais peut-être d'autres stratégies pédagogiques qui seraient plus efficaces. C'est pour ça, par exemple, j'ai pas testé Challenge Me en troisième cycle où on a des groupes de 20 étudiants. Bon, à 20 étudiants, on sait faire, on gère différemment. Je parle plutôt de la gestion qui est devenue complexe dans les universités, des grandes cohortes où on a des matières qui sont des exercices standardisés et le besoin de faire monter en compétences des étudiants qui en plus viennent, qui ont des niveaux qui sont peut-être un peu plus hétérogènes qu'il y a quelques années. Donc il faut les faire monter globalement en compétences. C'est vraiment pour moi, c'est un peu un outil d'apprentissage de masse. Enfin, je le dis de Oui. façon noble du terme. Il faut savoir qu'on gère ce problème-là. Et là, est parfaitement bien fait pour ça. Le défi, c'est de faire comprendre. C'est un défi pour l'étudiant, pas pour l'enseignant, mais bon, on va dire, c'est son métier. Il faut qu'il se remette en cause. Mais c'est aussi, parce que c'est une forme de responsabilisation commune, c'est aussi un défi de faire mûrir rapidement les étudiants pour qu'ils comprennent l'intérêt pédagogique. Donc c'est plutôt là qu'il faut travailler. C'était un peu dur pour moi au départ, de leur faire comprendre, pas à distance, en présentiel, on s'explique mieux, mais c'est de leur faire comprendre que c'est dans leur propre intérêt, que c'est pas un jeu, que c'est pas parce qu'on se connecte sur une plateforme et qu'on copie-colle quelque chose qu'on a écrit que c'est pour jouer,
que si je dois corriger quatre personnes, il ne s'agit pas de le faire en mettant se venger parce que j'ai été mal jugé par mes chargés TD, c'est moi qui juge, donc je mets zéro à tout le monde. Non, c'est pas ça l'exercice. Il faut apprendre à être tous plus responsables et participer tous à cette formation, effectivement, sociale. Enfin, on apprend les uns des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus, c'est un challenge, sans mauvais jeu de mots, mais que je trouve très, très utile. Alors, je ne ferai peut-être pas cet exercice en première année, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'ils ne sont pas encore, enfin, ils sont dans une autre phase, ils sont plus dans l'écoute, dans l'apprentissage pur. Mais je trouve qu'à partir de la licence ou du M1, c'est un exercice qui est utile. Et qui vient compléter de toute façon d'autres enseignements, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut remplacer la correction des copies de travaux dirigés par ça. Mais c'est quelque chose, on est aussi dans l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'on est aussi dans une période où nous avons un public d'étudiants qui est forcément exigeant. Nous sommes dans une société de l'immédiateté, on veut un résultat, on est habitué à envoyer quelque chose et recevoir tout de suite quelque chose, et ça leur permet d'avoir tout le temps une forme aussi d'évaluation, de progression qui est un peu plus constante, un peu plus permanente. Cela, je le trouve plus intéressant. En tout cas, je le trouve plus intéressant que la sempiternelle formule de j'ai rendu un travaux, j'ai vu une dissertation faite à la maison une fois par semestre et j'ai une note de contrôle continu. Voilà. Ça, je Mhm. trouve que les collègues me comprendront, évidemment, si j'étais obligé, parce que là, forcément, ils sont obligés de faire tous les cas pratiques, de les évaluer tous et de participer chaque semaine activement. J'ai eu la faiblesse de croire que ils ont appris au moins autant qu'en présentiel. Et du coup, au niveau des interactions entre les étudiants, est-ce que vous avez eu un retour de la part des étudiants une fois que les activités étaient terminées Ils, ou pas forcément? Ouais. ils ont globalement, alors passé le cap, la difficulté de ceux qui, clairement, on peut boycotter le système, hein, sans le vouloir, mais qui en fait étaient désagréables avec leurs collègues. Une fois passé ce cap, bon, évidemment, sur la période Covid, c'était extrêmement difficile d'avoir des retours, surtout à l'université. L'année suivante, c'était intéressant, c'était un exercice complémentaire et les étudiants étaient contents d'être évalués toutes les semaines. Ça libérait aussi l'enseignant en travaux dirigés de cette pression sur le cas pratique, sur l'obligation de corriger de façon constante. Donc ça a changé la nature des échanges et ça a permis de progresser. Ce qu'il n'y avait pas et qu'il y a aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y avait peu d'interactions. Donc, paradoxalement, à l'époque, je parle de 2020-2021, ceux qui se plaignaient un peu plus, c'était les enseignants parce qu'ils n'étaient pas suffisamment intégrés à la plateforme. Mais je sais qu'aujourd'hui, Oui, ils c'est le vrai, sont oui. beaucoup plus. Tout C'est-à-dire à fait. à l'époque, l'enseignant, quelque part, il y avait comme deux statuts. Il y avait le grand coordonnateur qui lançait tout. Mais après, les cohortes s'auto-organisaient un peu. La plateforme a été vraiment très orientée par les Oui, pairs. oui, à l'époque que vous l'avez utilisé, effectivement, il y avait un format d'évaluation qui était très, C'était- voilà, très, on va dire, figé. Maintenant, il y a beaucoup plus de Et flexibilité, on peut maintenant intégrer c'est fini. l'enseignant, etc. Donc, d'ailleurs, à Donc ce finalement, propos, à l'époque, les ouais. enseignants disaient, je ne suis pas suffisamment intégré. Mais je sais qu'aujourd'hui, tout ça est réglé. Donc c'est vraiment Peut-être juste pour illustrer d'ailleurs il n'y a plus de ce problème. qu'on est en train d'en parler, voilà, quelques images sur comment est-ce que ça se présente. Au fait, on va avoir une interface où on va définir les phases qu'on souhaite. Alors, comme je vous l'ai dit, on a des formats clés en main hein, avec dépôt, évaluation, résultat. Mais si on souhaite ajouter, là, par exemple, mixer à la fois l'évaluation de travaux et l'évaluation des membres du groupe, on peut le faire, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir deux périodes durant lesquelles les étudiants vont pouvoir évaluer à la fois des livrables et évaluer les membres de leur groupe. Et ensuite découvrir leurs résultats. Donc oui, c'est vraiment, on essaie de faire quelque chose de très visuel pour que ce soit simple à comprendre. Et puis ensuite, on a des onglets par paramètre qu'on souhaite ajouter. Le principal étant quand même les critères d'évaluation, hein, ce qu'on va mettre à disposition des étudiants pour leur demander d'évaluer, de donner un regard critique sur leurs camarades. Et après, on fait pour chacune des phases. Après, côté enseignant, eux, ils vont avoir du coup une interface pour voir les notes par étudiant. Là, on va voir si vous avez plusieurs phases, les notes par phase. Et après, tout est interactif hein, pour accéder au feedback, pour accéder aux notes, etc.
on le fait d'un simple clic. Et puis côté peut-être participants, ça vaut le coup de le montrer aussi. Voilà, ça se présente comme ça. En gros, sur la gauche, ils vont avoir les travaux évalués. Donc là, il y en a deux dans cet exemple, hein. Donc c'est anonyme. On ne sait pas qui est-ce qu'on est en train d'évaluer. On ne sait pas par qui on est évalué. L'attribution se fait de façon automatique. Et sur la droite, on va retrouver les critères d'évaluation. Donc là, c'est deux options plutôt prédéfinies. C'est vrai que plus on détaille les critères, au mieux l'étudiant sera amené à prendre en main cette grille facilement. Une des bonnes pratiques qu'on recommande aussi, c'est de la présenter aux étudiants, voire de la co-construire quand on a le temps. C'est que c'est pas toujours le cas, mais au moins peut-être de la présenter en amont pour favoriser une meilleure adoption. Voilà, si je peux ajouter quelque chose, parce Oui, que vous venez de allez-y. dire quelque chose qui est très important, c'est le côté anonymat. Parce qu'il faut savoir aussi qu'une autre frein qui existe pour les étudiants, c'est normal, on a tous été en troisième année, malheureusement il y a quelques années, ben, c'est il y a une forme de timidité aussi. On n'ose pas. On n'ose pas forcément au départ prendre la parole. Il y en a beaucoup. Ils n'osent pas dire j'ai pas compris. Et du coup, ça freine ce côté timidité, pas être sûr de soi. Dans la plateforme, tout est anonyme. Donc, on ne peut pas savoir, on ne sait pas qui on contrôle, d'où l'intérêt d'avoir des cohortes. Bien sûr, le mélange, on n'avait pas prévu, on ne corrigeait pas les étudiants de son groupe de travaux dirigés. Ça, c'est un autre avantage. C'est-à-dire qu'on corrige dans l'anonymat, on corrige un autre camarade. Ça permet aussi de lisser le niveau de travaux dirigés parce qu'on sait, et du coup, on a une vision en tant qu'enseignant de la progression qu'on n'a pas quand on a des travaux dirigés en présentiel parce qu'on ne peut pas savoir si on connaît tous, on a un chargé de travaux dirigés un peu plus exigeant, un peu moins exigeant, un peu plus sympathique, on va dire entre guillemets, un peu plus exigeant. Donc voilà, tout ça, ça peut créer des distorsions. Et là, on est face et dans lesquelles les étudiants ben, osent, ben, ils postent tout le temps. Ils n'auraient pas rendu dit travaux, des cas pratiques, sûrement pas. Là, ils sont obligés de le faire et du coup, ils travaillent davantage. Du coup, on arrive au terme de ce webinaire. Je vois que, est-ce que Christophe ou Laurence, vous avez des questions que vous aimeriez poser? À la chaux- Bonjour à tous. Donc Bonjour. moi, je suis responsable des relations entreprises et du développement de la formation continue à l'université Savoie-Mont-Blanc, donc qui regroupe notamment, on est présent sur la Savoie et la Haute-Savoie, Je donc connais bien. sur les deux barreaux. Et aujourd'hui, on est mandaté par le barreau notamment de Savoie de Chambéry pour former les avocats en formation continue. Ils ont 20 heures de formation par an qui doivent suivre en formation continue. Et on s'interroge notamment sur des outils qui pourraient nous aider sur la partie évaluation, parce qu'on est contraint aussi euh, par par Calliope, qui est un Mhm, référentiel bien qualité sûr. formation. Et on se doit voilà, d'évaluer correctement les avocats qui seront en formation continue dans nos locaux. Et voilà, donc on s'interroge, on est en train de benchmarker un petit peu sur ce qui se fait en termes d'outils, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on est un peu sur des méthodes un peu artisanales. Donc voilà, on essaye de se professionnaliser là-dessus. Et voilà, Challenge Me pourrait être un bon outil. Alors en effet, on n'est pas sur des cohortes d'étudiants de 300, mais sur des formations comme ça, dédiées aux avocats en formation continue, on peut être facilement sur des groupes de 100, 150 Mhm. avocats. Si on balaye Oui, donc c'est tout à fait. la Savoie, la Haute-Savoie, rapidement, on peut être voilà, sur des volumes assez conséquents malgré tout. Donc, ça peut être une Alors, idée oui, alors de sans vouloir, capitaliser. disons, Oui, oui, oui. Moi, simplement, évidemment, il faudrait connaître davantage votre projet pédagogique, mais là où je trouve aussi que oui, Challenge Me est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas, enfin, souvent dans l'évaluation aussi, dans la formation continue, Euh, pour des professionnels, on est un peu limité dans le type c'est d'évaluation ça. qu'on a. C'est des QCM, Voilà. c'est des choses qui deviennent un peu, enfin, ils n'ont pas un vrai intérêt pédagogique. L'intérêt d'une solution de ce type, c'est que Oui, vous avez du temps, c'est-à-dire que vous laissez, vous avez un certain temps pour produire quelque chose. Si moi je dois faire, ça m'arrive évidemment en tant qu'avocat, suivre des formations, oui, ben, j'ai envie aussi d'échanger avec effectivement des pairs. C'est aussi un échange de oui, bonnes pratiques. Et donc, ça peut être intéressant, parce que quand on met des professionnels dans la même salle, ils sont ravis de partager leurs expériences. Et ils se disent, c'est en partageant mes expériences que j'ai appris, surtout dans une profession comme celle d'avocat, où oui, effectivement oui. l'expérience d'un autre, quelqu'un qui a pu faire des choses que je n'ai pas encore faites, c'est intéressant. Donc, Mhm. il y a sur cette plateforme ce temps
qui est libre, enfin, qui est paramétrable. Vous n'êtes pas obligé, là, il est au moment, bah, Oui, il se trouve, il est midi en ce moment, c'est pas que vous avez la phase d'évaluation à midi et qu'à midi 2 vous avez dû rendre votre copie. Non, vous avez c'est décidé ça. que vous avez l'exercice qui peut être un partage, qui peut être un dossier, qui peut être une réflexion, qui peut être Oui. une analyse, et d'autres qui vont... Donc, ce côté-là est intéressant. Il faut que les gens aient envie de faire de leur formation quelque chose de plus que simplement un système du haut vers le bas, ça c'est sûr. Mais s'il y a cette volonté, bah, il est évident que plus de personnes, quelque part paradoxalement, plus ces personnes connaissent, plus c'est intéressant. Parce que si on faisait la même chose qu'entre spécialistes, forcément, on ne pourrait qu'apprendre des choses, on apprendrait en corrigeant en fait. Ah, Donc c'est intéressant, pédagogiquement c'est clairement intéressant. oui, oui. Mais je vais rebondir aussi parce que bah, du coup Gabriel a pu vous répondre sur du coup la partie vraiment métier puis vous votre secteur. Moi j'ai plus Mm, vous mm. répondre sur la partie plateforme sur sur les formats après que vous allez vouloir adresser après en fonction du scénario pédagogique. Mais vous pouvez faire très Oui, bien de l'évaluation par les pairs classique, donc dépôt de travaux, évaluation résultats. Ça peut être que du feedback aussi, c'était faire juste de l'échange de feedback entre les étudiants. Alors il n'y a pas d'évaluation en ce moment-là, mais c'est aussi possible. Et après, vous pouvez aussi faire ce qui se développe de plus en plus, qu'on voit aussi de la co-évaluation, donc à faire de l'évaluation par les pairs, mais en intégrant toujours un professionnel qui va venir aussi donner des feedbacks et évaluer. Après, derrière, vous avez possibilité de pondérer la note si besoin. Donc, si ça vous intéresse, on pourra discuter voilà, des différents formats qui pourraient vous intéresser sur cette partie-là. oui, parce que c'est vrai que là, ils viennent chercher quelque part une attestation de présence Ouais, voilà, sur des journées de formation courtes. Donc, d'accord. il n'y a pas d'évaluation à proprement dit pour enfin, pour leur délivrer une certification ou autre. C'est vraiment, puis c'est beaucoup de l'actualité, c'est beaucoup de jurisprudence, c'est beaucoup de choses. Voilà. Donc, mais bon, c'est intéressant de voir cette plateforme que je ne connaissais pas. Donc, merci pour la présentation et le retour de Gabriel. Merci beaucoup. Bah, merci pour votre Avec participation. plaisir. Un grand merci, Gabriel, pour le partage d'expérience. Toujours intéressant de prendre le temps sur un secteur bien spécifique, de voir comment est-ce que c'est utilisé. Donc, merci à vous pour ce partage-là. Un plaisir. Euh, je ne sais pas si, oui, Christophe, je ne sais pas si vous avez une question, pardon, je Oui, vous ai oui, pas. Oui, je vais essayer d'être bref. J'en aurai plein parce que je suis enseignant en droit, comme le montre la diapo, en fait, d'accord. le visuel derrière. Je vais essayer de les limiter juste deux, parce Allez-y, il y a un allez-y. côté pédagogue, si j'ai bien compris, c'est plutôt à utiliser pour les formations à distance. Parce que nous, on a beaucoup de formations à distance à l'Université de Lille. Et sur la Hmm. partie juridique, on a une licence complète, un master complet. Donc, c'est plutôt là. Et juste la deuxième question, je greffe les deux. Sur le volet technique, c'était l'assistant IA. Qu'est-ce qu'il apporte vraiment plus? Voilà, j'en aurais plein, mais c'est de là, voilà. Ah, alors, juste sur la partie à distance, au fait, nous, on n'a pas forcément une utilisation que sur la partie à distance. Ça est utilisé à distance, mais il y en a qui vont l'utiliser en présentiel aussi, en demandant, sur certaines phases, de le compléter en présentiel, puis d'autres phases à distance. Ça va dépendre. Après, effectivement, à distance, ça permet d'amener de l'interaction entre les apprenants, et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on peut vite l'utiliser dans ce format-là. Sur la partie IA, au fait, que vous voyez d'ailleurs ici, c'est la dernière phase de configuration. On peut activer un assistant qui va venir accompagner l'étudiant dans son expérience d'évaluation. Ça peut être sur différentes phases. Donc en phase de dépôt, l'assistant IA il va permettre à l'étudiant de le guider sur les bonnes pistes pour qu'il puisse compléter correctement le travail qu'on lui demande. Donc il ne va pas lui fournir les éléments, il va juste lui faire se poser les bonnes questions pour qu'il puisse réaliser correctement le travail. Pour la phase d'évaluation, là, l'IA va plus être là en assistant pour aider l'étudiant à formuler un feedback qui soit pertinent. Si l'étudiant écrit bon travail et qu'il regarde l'assistant IA va lui dire donner un feedback positif, mais ça ne va pas aider l'étudiant à progresser. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est pas pour moi qui va dire, mais c'est dans la démarche. Donc c'est plus pour expliquer à l'étudiant comment donner un feedback qui soit qualitatif et l'aider à le formuler. Et enfin, en phase de résultat, dans l'évaluation par les pairs, on peut se retrouver avec plusieurs feedbacks, hein, ça dépend du format qu'on a mis, mais surtout, des fois, on peut faire même du dépôt en groupe et de l'évaluation individuelle. À ce moment-là, on a 10-15 feedbacks. Du coup, pour l'étudiant, ça va lui permettre, cet assistant IA, d'avoir une synthèse des points forts, des axes d'amélioration, de ce qui a été dit dans les commentaires et dans les notes données pour le présenter à l'étudiant et que lui, il ait sa synthèse
automatique. Donc voilà, c'est vraiment un assistant qui va être côté participant. Bientôt, on va le mettre côté, on va dire, administrateur pour faciliter la création d'activités aussi, sur la rédaction de consignes, sur la définition de critères d'évaluation en fonction des objectifs, voilà, ce genre de choses. Mais il faut vraiment le voir comme un assistant aujourd'hui qui vient aider l'étudiant à compléter son évaluation et à participer à l'activité. D'accord. Et juste alors, une petite dernière, Allez-y, parce c'est que bon. je n'ai pas, ou je les appelé ou je sais pas. In fine, l'étudiant, il est noté, celui qui a évalué tout ça, j'ai bien compris. Ouais. Mais à la fin, dans le cadre des TD qui étaient évoqués, il est noté Alors, lui à un moment donné ou finalement c'est plus de la validation, hein? ça dépend ce que vous voulez en faire, en fait. Ça Ok. dépend exact. C'est tout ça, c'est parfaitement paramétrable. Nous, à l'époque, moi, je l'utilisais, mais c'était mon choix. J'utilisais parce que je voulais aussi le tester. C'était une activité complémentaire. La première, bon, pendant la période Covid, était évidemment tout ça, c'était un peu compliqué. L'année suivante, quand je l'ai eu en complément pédagogique, c'était pour moi un outil, ça venait pour moi compléter la note de participation, pour être clair. C'était la participation. Et clairement, quelqu'un qui avait participé activement, je pouvais voir comment il avait travaillé, évidemment, ça avait permis de valoriser. Mais à côté, ils avaient leurs activités spécifiques, hein. Ils avaient leur galop d'essai, ils avaient leur partiel, ça changeait pas. Ça venait compléter D'accord. Mais je m'étais fixé comme objectif, fait en procédure civile, de les entraîner beaucoup à cet exercice. Et donc, j'ai trouvé que c'était utile. L'avantage de l'outil, c'est qu'il est vraiment très souple. Donc, vous en ferez ce que vous souhaitez, effectivement, à distance, en présentiel, formation initiale, formation continue. Enfin, Mhm. c'est un outil très, très souple et facile d'intégrer puisque c'est une plateforme autonome. Je n'ai jamais eu de problème de connexion pour personne. Et, et du coup, ça va effectivement générer une note derrière, donc libre à vous de l'utiliser si vous souhaitez utiliser la note, ou simplement pour venir Bien sûr. donner un feedback quantitatif finalement à l'étudiant pour lui indiquer sur quels axes il doit s'améliorer. Mais derrière, ça génère une note. Donc, comme vous le voyez, hein, sur l'interface, vous pouvez avoir une note pour différentes phases, et puis ensuite calculer une note globale. Voilà, ça après, c'est sur le paramétrage. Ok, merci. Merci beaucoup pour vos questions. Encore un grand merci à Gabriel. Le replay De sera rien, plaisir. disponible, donc on vous le partagera si jamais vous souhaitez le revoir ou le partager autour de vous. Et du Ouais, coup, je vous souhaite une belle journée et un bon appétit du coup. parfait. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci, À au revoir. Merci, à bientôt. bientôt, au Au revoir. revoir. Au revoir.